L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour Jacques Attali, je rappelle, chacun le sait que vous êtes économiste, écrivain, vous avez publié plus d'une 60aine d'ouvrages, vous êtes président également de Planète, de Positive Planète. Donc ce livre, 100 jours pour que la France réussisse, vous définissez 25 chantiers, il y a plus d'une centaine de propositions. Déjà, première question, qui a écrit ce programme présidentiel et à qui s'adresse-t-il ? Ce programme a été écrit par de très nombreux Français. 10 000 Français ont contribué à ce programme. Chaque jour, davantage s'inscrivent sur France 2022. J'invite nos auditeurs à le faire pour soutenir l'idée qu'un programme, c'est plus important que les candidats. Ensuite, il a été mis en forme par plus de 200 experts dont les noms sont là. Il y a de très très grands professionnels de tous les métiers, juristes, économistes, diplomates, militaires, policiers, etc. Et donc c'est un programme complet qui montre que si la France veut, elle peut. Si on veut réformer ce pays, c'est possible de façon raisonnable, réaliste et sans polémique particulière, puisqu'il y a un grand nombre de réformes qui sont ni de gauche ni de droite, plutôt et de gauche et de droite. C'est l'idée que tout le monde, tous les candidats pourraient appliquer ce programme, mais l'important c'est qu'ils le fassent tout de suite dans les 100 jours. Oui, parce que ce qui ne se fait pas tout de suite, ce qui ne s'amorce pas tout de suite, ne se fait jamais. Et je crains qu'on en soit déjà là, puisqu'on l'a vu avec la chronique précédente, le débat présidentiel s'oriente plus à un débat de personnes qu'un débat d'idées. Moi, j'aurais voulu, et je veux encore, et c'est pour ça que nous avons mis ce programme sur la table, que 2016 soit consacré à un débat des propositions. Nous proposons un grand nombre de réformes institutionnelles, etc. C'est de ça dont il faut parler maintenant, et accessoirement, ultérieurement, parler de savoir qui sera celui ou celle qui en portera la mise en œuvre. Alors, on va regarder ça dans le détail. On commence par la première préoccupation des Français, l'emploi. Vous dites qu'il faut à la fois de la flexibilité et de la formation permanente. C'est conciliable, ça ? Aucune des deux n'est possible sans l'autre. Maintenant, l'emploi ne peut pas être un objectif en soi, parce que finalement, il y a deux façons très malsaines de réduire le chômage et une façon saine. Les deux façons très malsaines, c'est d'abord de ne plus avoir d'enfants. Si vous n'avez plus d'enfants, vous n'avez pas besoin d'emploi. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe un peu partout en Europe. Ce qui n'empêche pas certains pays de ne pas avoir d'enfants et d'avoir du chômage, comme en Espagne. La deuxième façon malsaine de ne pas avoir de chômage, c'est de réduire à presque zéro les allocations chômage. Dans ce cas-là, tout le monde meurt de faim et est obligé d'aller travailler. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe aussi en Allemagne, en Angleterre et ailleurs. Ces deux façons étant exclues en France, la question n'est pas de réduire le chômage en soi, c'est de créer du bon travail pour tous. Et pour créer du bon travail, le bon travail, c'est faire en sorte que les gens soient formés pour avoir le meilleur travail. Et donc, la seule façon honorable de créer de l'emploi, c'est de créer les conditions pour que toute personne qui n'est pas en situation en ce moment de travailler soit en situation d'être formée et rémunérée pour être formée. Non pas rémunérée pour ne pas travailler, comme c'est le cas des allocations de chômage. Et donc nous proposons à la fois une flexibilité plus grande du marché du travail, mais simultanément que toute personne en attente d'un travail soit en fait en formation et soit rémunérée pour se former. Dans ce cas-là, il n'y a plus de chômage. Et nous expliquons qu'ainsi, le chômage peut disparaître en 5 ans. En 5 ans. Sur l'école, ça va peut-être surprendre, mais vous dites qu'il faut tout miser sur la crèche et la maternelle avec jusqu'à 3 enseignants par enfant. Exactement. Non, 3 enseignants par classe. 3 enseignants par an. 3 ans, 3 ans, voilà, par classe. Oui, il faut tout miser. On vient de le dire, sur la formation permanente des adultes lorsqu'ils n'ont pas été formés, parce que le système ne les a malheureusement pas bien formés jusqu'à présent. Et pour éviter que ça se reproduise dans 15 ans, dans 20 ans, il faut mettre l'accent sur les maternelles, en particulier les maternelles dans les quartiers difficiles, où les enfants arrivent avec des difficultés liées à leur milieu familial et parlent très peu de mots, et donc sont ensuite condamnés. Donc si on veut que le système fonctionne, c'est-à-dire que chacun ait une chance de réussir sa vie, il faut multiplier par 3 l'encadrement des classes maternelles dans les quartiers difficiles, et ça change radicalement le problème du chômage et d'autres problèmes liés à l'insécurité. La sécurité, justement, et vous dites qu'il faut rétablir la police de proximité, il faut doubler le budget de la justice. Oui, ce programme qui n'est pas que économique, mais justice, sécurité, culture, affaires étrangères, beaucoup sur la culture, est chiffré et tout à fait réaliste. Ah, mais alors justement, excusez-moi, mais vous dites, il faut doubler le budget de la justice, il faut faire un effort sur l'éducation, il faut revaloriser la culture, il faut monter le budget de la défense jusqu'à 2% du PIB, mais ça coûte très cher tout ça, comment vous faites ? Vous trouverez en annexe le chiffrage, qui c'est pas très cher. C'est même ça coûte à peu près 17 milliards, tout ce que vous venez de dire, mais il faut trouver 25 milliards de plus parce que nous posons une contrainte de plus, c'est de faire baisser la dette publique.
Et pour faire baisser la dette publique, il faut que la croissance soit supérieure au déficit. Alors comment vous allez faire quand dans le même temps vous dites qu'il faut baisser l'impôt sur le revenu, qu'il faut baisser l'impôt sur les sociétés, qu'il faut supprimer l'impôt sur la fortune? Alors vous dites on augmente la TVA de 2 points. D'une part, est-ce que c'est suffisant? Deuxièmement, est-ce que c'est pas injuste que la TVA, c'est ce que tout le monde paye, donc y compris les revenus les plus faibles? Vous trouverez le détail du chiffrage qui a été fait par des gens extrêmement sérieux et qui sont en charge de le faire tous les jours au sein des ministères. Non, c'est pas du tout. D'abord, la TVA, c'est le meilleur moment pour le faire, puisque comme il n'y a pas d'inflation aujourd'hui et qu'il n'y a aucune chance ou aucun risque qu'une TVA augmentée soit reportée sur les prix, augmenter la TVA aujourd'hui n'aurait aucun impact négatif. C'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Tout le monde le sait et c'est triste de ne pas le faire. Et ça permettrait d'alléger l'impôt sur les sociétés qui est trop élevé en France et l'impôt sur les revenus qui est aussi trop élevé. Pour le reste, il y a beaucoup d'économies à faire qui sont difficiles et lourdes. À la fois des économies symboliques, comme par exemple faire en sorte que les parlementaires soient moins nombreux. Voilà, vous dites il faut 200 députés et 50 sénateurs. Exactement, ce qui fait déjà le double de on divise par 3 quasiment. Oui, mais ce qui en fait encore le double de ce qu'ils sont aux États-Unis en proportion de la population. Donc, deuxièmement, il faut faire qu'ils payent les mêmes impôts que tout le monde, symboliquement. Et d'autres mesures plus difficiles, mais tout à fait nécessaires, qui auraient un impact considérable, c'est l'allongement de l'âge de la retraite, qui est la conséquence de l'augmentation de l'espérance de vie. On ne peut pas avoir une espérance de vie qui augmente et un âge de la retraite qui reste le même, ça n'a pas de sens. Et même s'il faut qu'une partie plus importante de l'espérance de vie gagnée soit gardée pour le temps libre et une petite partie soit gardée pour le travail, il faut aligner les régimes spéciaux avec les régimes généraux. Il faut que les retraites soient du même niveau dans le public et dans le privé, c'est-à-dire qu'elles soient calculées sur la même base, qui sont 25 ans de carrière et non pas les derniers mois. Et ça fait des économies absolument gigantesques qui règlent tous les problèmes. Tout ce que vous venez de dire là, déjà sur la flexibilité, maintenant sur les retraites, etc., est-ce que c'est vraiment réaliste quand vous voyez que la France paraît irréformable? Non, elle n'est pas Est-ce que irréformable. vous n'allez pas la mettre à feu et à sang? Non, elle n'est pas irréformable. La France est un magnifique pays qui sait qu'elle a la possibilité de réussir, qu'elle peut être un très grand pays à condition qu'on fasse ce qu'il faut. Et les Français sont mûrs, adultes, plus encore qu'ils n'étaient il y a 20 ou 30 ans, tout simplement parce que le niveau scolaire de formation des Français a beaucoup augmenté. Tout ce que je viens de dire, tous les Français savent qu'il faut le faire. Ils attendent qu'un homme le propose. Ils attendent que quelqu'un leur dise il faut le faire, comme ils attendaient en 1981 que quelqu'un leur dise vous n'êtes pas d'accord mais il faut abandonner la peine de mort. Ils l'ont fait, même s'ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, ils savent qu'il faut faire tout ça. Et ils méprisent, je dis bien, ils méprisent l'ensemble de la classe politique parce qu'elle a moins de courage qu'eux. Les Français savent qu'ils peuvent être un très grand pays. Moi, vous avez parlé de ma fondation, Positive Planète, nous travaillons dans l'intérêt des générations suivantes. Ce programme est dans l'intérêt des générations suivantes. Il ne s'agit pas de sacrifier la génération actuelle. La génération actuelle doit créer les conditions pour que l'avenir de ses enfants soit meilleur que le leur. C'est seulement en appliquant un programme de cette ambition qu'on y parviendra. Sinon, on va léguer un monde épouvantable aux gens qui seront là en 2050 et en 2100. D'ailleurs, à propos de Positive Planète, je profite de la perche que vous me tendez. Vous serez présent au Festival de Cannes pour un festival du film positif, c'est ça? C'est ça. Le film positif, c'est le film qui, justement, éveille les consciences à l'intérêt des générations suivantes. Soit un film de fiction, par exemple, Le Dictateur de Chaplin en était un exemple, soit des films documentaires comme, par exemple, Demain ou d'autres films. Et nous remettons chaque année, maintenant à partir de cette année, le prix du meilleur film positif le 18 mai à Cannes. Assez brièvement, malheureusement, sur la politique internationale, vous dites qu'il faut faire de la francophonie un axe majeur de la diplomatie française? Absolument, c'est fondamental pour au moins 3 raisons. La première, c'est que nous allons être potentiellement 700 millions de francophones et que c'est un atout immense pour l'avenir. La deuxième, c'est la meilleure façon de ne pas laisser la revendication et la fierté d'être français au seul Front National. Ma langue, c'est le français, ma patrie, c'est la langue française. Et donc, le français est un élément majeur de l'identité. Et la troisième raison, c'est de montrer qu'on peut et on doit renforcer l'unité européenne et que renforcer l'unité européenne ne nous empêche pas, parce que ce n'est pas une façon de nous exclure du reste, de renforcer aussi l'unité francophone. Donc, les 2 axes majeurs de la politique française et étrangère doivent être la francophonie et l'Europe. Vous connaissez bien Emmanuel Macron, vous avez travaillé sur des rapports avec lui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est moi qui l'ai repéré et qu'est-ce que vous pensez apprécié et ensuite présenté à François Hollande. Qu'est-ce que vous pensez de ces dernières interventions, du phénomène Macron, comme on dit? J'attends que vous lui posiez la question de savoir ce qu'il
a comme programme ou comme projet de société, comme j'attends que vous posiez cette même question à tous les candidats. Et si nous avons fait ce projet et ce programme, c'est justement pour qu'on sorte de la question de savoir quelle est la couleur de la cravate des hommes politiques et de savoir quelle est leur rivalité. J'ai été consterné d'entendre tout à l'heure l'excellente éditoriale de Karl Meus, parce qu'il disait bien les situations, mais je voudrais que ces hommes-là sortent d'une rivalité d'hommes et qu'on parle d'une rivalité d'idées. Alors, un mot justement, qui va porter ce projet ? Vous-même, vous avez dit « Je voudrais réussir à ne pas être candidat ». C'est-à-dire vous y pensez toujours à être candidat ? Je voudrais réussir à ne pas être candidat, ça veut dire je voudrais qu'il y ait au moins un candidat qui porte ce programme et au moins un ou deux ou trois candidats qui aient un autre programme, c'est évidemment pas le seul possible, aussi ambitieux que celui-là, parce que j'enragerais de voir que 2017 se passe aussi mal que 2012 ou 2007, c'est-à-dire qu'on soit élu à la sauvette, sans idée et sans programme, et naturellement pour ne rien faire. Et si personne ne s'en empare, vous-même, vous pourriez être ce candidat ? Je suis convaincu que les Français vont pousser. Nous avons créé sur France2022.fr une possibilité de s'inscrire. Il y a déjà presque 20 000 personnes qui sont membres de cette association. Je souhaite qu'un maximum de gens le soient pour pousser les hommes politiques à avoir ce programme. À s'en emparer. Voilà. Merci Jacques Attali. 100 jours pour que la France réussisse. Tout peut changer en 2017 chez Fayard. Merci, bonne journée. Merci à nos amis de Paris Première qu'on retrouve tout à l'heure. Nous restons avec Sophie Paolini, la revue de presse de Lucille Bréau avant Accord des Accords, Françoise Degois et Bruno Jeudi.